Alors, il n'y a pas de question. Je crois que Jean-François Gravier remplace Muriel Matonnet, qui a été retenu à une réunion de l'INCA, cancérologie. Et je suis désolé, c'est encore moi. Donc Jean-François va nous parler de la transition et de l'association DPC accréditation. Voilà, vous l'avez compris à ma première présentation, le but de ce topo, c'est de démontrer que la Fédération de chirurgie viscérale et digestive et plus généralement tous les organismes agréés à accréditation sont parfaitement légitimes pour être des organismes de DPC et délivrer de DPC spécialité par spécialité. Alors, le DPC, c'est une obligation née de la loi HPST en 2009 qui est la fusion de deux obligations. L'une qui était plus ou moins appliquée depuis 1996, c'était la FMC, et l'autre qui, on peut le dire, n'était absolument pas appliquée pour plein de raisons politiques, financières, depuis 2004, qui était l'évaluation des pratiques professionnelles. Fusion EPP-FMC égale DPC, c'est-à-dire analyse des pratiques professionnelles. L'évaluation des pratiques professionnelles a été remplacée par l'analyse des pratiques professionnelles, plus formation cognitive. Il a fallu un peu plus de 3 ans pour accoucher des décrets d'application des arrêtés, et encore il en manque 1,5. Mais on peut dire quand même malgré tout que le DPC est théoriquement opérationnel depuis le 1er janvier de cette année. Alors, je vous fais grâce des acronymes, on en a déjà parlé tout à l'heure. Il faut simplement retenir 4 qui me semblent importants. Le pilotage du DPC, c'est 2 acronymes. C'est l'OGDPC, l'organisme gestionnaire de DPC. C'est lui qui finance, directement ou indirectement, et qui fixe les règles du jeu. Et en miroir de cet organisme gestionnaire de DPC, on va le voir tout à l'heure, l'organisme gestionnaire de DPC, c'est l'État, la DGOS, la Caisse nationale d'assurance maladie. En miroir, il y a la CSI, la commission scientifique indépendante. Alors quand je dis la commission, je devrais dire les commissions, puisque le DPC s'applique à beaucoup de professionnels de santé. Et donc vous avez la commission scientifique indépendante des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens dentistes, etc., etc. Ce qu'il faut connaître aussi, c'est la chronique FSM, Fédération des spécialités médicales. Alors, pourquoi le connaître? Parce que cet organisme est reconnu dans les décrets. Il est cité dans les décrets. La Fédération des spécialités médicales se justifie par la réunification de la représentation de chaque spécialité sous la forme de CNP, Conseils nationaux professionnels. Ce qu'à l'époque, l'HAS appelait les collèges de bonne pratique. Les CNP, c'est à la fois une représentation scientifique et professionnelle, paritaire, et les CNP siègent à la Fédération des spécialités médicales. Alors pourquoi elle est importante au niveau du DPC? C'est que la Fédération des spécialités médicales nomme les membres du CSI, au moins pour la section spécialiste. Petite remarque, il y a, Bertrand, une 17, je crois, membres de la CSI des spécialistes à la CSI, aucun chirurgien digestif, ou viscéraux, ou généraux représentés tant en termes de titulaires ou de suppléants. Mais c'est un détail. Diapositive suivante, c'est un des décrets d'application de décembre 2011. Le DPC comporte l'analyse des pratiques professionnelles et l'acquisition ou l'approfondissement des connaissances. Le point important, la différence avec l'accréditation, il constitue une obligation individuelle qui s'inscrit dans une démarche permanente. Le médecin s'inscrit chaque année civile à un programme collectif de DPC. Ces programmes doivent être conformes à des orientations nationales que fixe le ministère après avis de la CSI et de la FSM.
Et ces programmes doivent être conformes aux méthodes et modalités définies par l'HAS. Vous noterez que ces méthodes et modalités définies par l'HAS ont été publiées il y a à peine 6 mois. Les programmes de DPC sont délivrés par des organismes de DPC. Vous avez les organismes agréés accréditation et vous avez les organismes de DPC. Ces organismes de DPC sont enregistrés auprès de l'organisme gestionnaire de DPC. Et ils sont évalués par la CSI. La liste des orientations nationales, assez large, ça recouvre tout. Alors ce qui est intéressant dans cette liste, c'est notamment le point 3, puisqu'il y a cette notion de gestion de risque. Le point 4 aussi, vous voyez qu'on peut faire du DPC en équipe, interprofessionnelle, notamment. Pour vous expliquer encore le DPC, les conseils départementaux, les conseils nationaux professionnels et les CME des établissements doivent assurer la promotion des programmes. C'est dans le texte du décret. Je vous l'ai dit, ces programmes ils peuvent associer des médecins de même spécialité, voire d'autres professionnels. Vous pouvez faire du DPC. Alors ça, c'est intéressant, en équipe. Équipe de bloc opératoire, associé anesthésiste, médecin, infirmière, IBOD, etc. Et chose la plus importante qui va sans doute impacter la mise en place du DPC dans l'avenir, les médecins choisissent librement les organismes de DPC qui mettent en œuvre les programmes auxquels ils souhaitent participer. On va revenir tout à l'heure. Actuellement, il y a à peu près 4000 organismes de DPC qui sont enregistrés et plus de 1500 simplement d'organismes de médecins à ce jour. Et ça va croître. Un des critères, le critère principal, c'est cette indépendance vis-à-vis de l'industrie. On en a parlé tout à l'heure, ça c'est très important, qui va être un facteur déterminant pour l'enregistrement des programmes et l'enregistrement des organismes de DPC. C'est le dernier arrêté qui n'a pas encore été publié parce que, effectivement, les CSI, et notamment la CSI des médecins, se sont arrêtés sur ce seuil lié au financement de l'industrie potentielle qui est de 0%, mais ça doit faire l'objet d'un arbitrage, notamment sur le ministériel, et cet arbitrage n'a pas été fait encore. C'est la raison pour laquelle, ou une des raisons pour lesquelles il n'a pas été publié. Alors, qu'est-ce que fait l'organisme de DPC? Il délivre un programme de DPC, il délivre donc une attestation annuelle aux médecins, attestation que l'organisme doit transmettre au conseil départemental. Pourquoi? Parce que le conseil départemental de l'ordre des médecins doit vérifier au moins une fois tous les 5 ans que les médecins ont satisfait à leur obligation annuelle de DPC. Et si ces médecins n'ont pas satisfait à leur obligation annuelle, le conseil départemental doit les accompagner et au pire, déclarer un cas d'insuffisance professionnelle. Le seul problème, c'est que pour l'instant, et c'est le dernier texte qui n'est pas paru, la définition du cas d'insuffisance professionnelle n'est pas... voilà. Alors, la chose la plus importante, puisque c'était un des facteurs bloquants notamment de l'EPP, c'est le financement. Alors il y a des financements qui sont très clairs, il y en a qui sont un peu moins clairs et il y en a qui sont complètement opaques. Alors le financement des médecins hospitaliers, il va dépendre des établissements. Vous savez qu'il y a un prélèvement au niveau des établissements, je crois que c'est 0,5% pour les établissements universitaires et 0,7% pour les hôpitaux généraux. Ce financement peut se faire directement par les établissements, soit par l'intermédiaire d'un fonds commun, qui est un organisme paritaire collecteur agréé. Là, je vous ai cité la NFH, ou certains hôpitaux. Alors, je crois savoir, les hôpitaux marseillais se regroupent, l'assistance publique peut-être. L'assistance publique, voilà. Pour les médecins hospitaliers, ce forfait, c'est pour indemniser essentiellement l'organisme qui va délivrer la formation. Donc vous voyez que ce forfait est compris entre 1 200 et 1 500 euros. Une partie de ce financement est abondée par l'industrie. En ce qui concerne les médecins libéraux, les sommes sont plus élevées pour la simple raison, c'est qu'il faut financer l'organisme agréé, mais il faut indemniser le médecin libéral pour perte d'activité. Le budget théorique annuel, ce sont les chiffres 2013, est de 3 700 euros, en sachant que
un programme de DPC, c'est des budgets qui sont fixés par la section paritaire de l'organisme gestionnaire de DPC. Donc le budget annuel par médecin est de 3 700 €, en sachant qu'un programme annuel de DPC ne pourra pas dépasser 2 900 €. Ça veut dire qu'en théorie, les médecins pourront faire plusieurs programmes de DPC dans l'année s'ils le souhaitent. Alors il y a tout un système de financement à la fois de l'organisme qui va délivrer du DPC, un système d'indemnisation du médecin en fonction du temps passé. C'est pour ça que je vous disais que la base minimum c'était la demi-journée, maximum 3 jours et demi, ou en fonction des étapes d'analyse ou d'évaluation de 3 à 7 étapes si c'est de la formation ou du DPC à distance. Là où c'est un peu plus opaque, c'est le financement des médecins salariés qui sont non hospitaliers, non libéraux, puisque c'est la seule chose que ne décrivent pas les décrets. Les décrets ne prévoient pas de dispositifs spécifiques, ils le décrivent pour les hôpitaux, ils le décrivent pour les libéraux, pas pour les salariés non hospitaliers, non libéraux. Ça fait partie des obligations de l'employeur de financer le DPC. Et il n'y a pas de montant prédéfini, il sera sans doute discuté branche par branche. Alors, pour arriver à dire que l'accréditation concourt au DPC, il y a eu une réflexion, je ne dis pas une lutte, qui a duré quelques mois, voire 2-3 ans, mais on est arrivé à dire, sur un plan purement officiel, que d'une part, la procédure d'accréditation était une méthode, une modalité, un dispositif spécifique, publié en décembre 2012 par l'HAS, dispositif spécifique de DPC. Première chose, l'HAS officialisait ou donnait le sentiment que pour elle, l'accréditation, c'était du DPC. Et puis finalement, les groupes de pression, les explications ont fait que, à l'occasion du renouvellement ou de l'ajustement d'un décret concernant la CSI des médecins, à l'article 2, est apparu ce petit paragraphe. L'accréditation constitue une modalité de satisfaction à l'obligation d'évaluation des pratiques professionnelles. Elle concourt au respect de l'obligation du DPC. Alors pourquoi toute cette difficulté? C'est que finalement, accréditation et DPC, au départ, ce n'était pas tout à fait la même famille. D'abord, l'accréditation, vous le savez, c'est depuis 2004. Le DPC, c'est 2009. L'accréditation, c'est quelque chose qui marche depuis un certain nombre de temps et qui est uniquement ciblé sur les spécialités à risque et qui concerne 35 000 professionnels. Le DPC, c'est plus d'1 600 000 professionnels. Il n'y a pas que les médecins. Ce n'est pas la même famille. L'accréditation complètement pilotée par la Haute Autorité de Santé. Le DPC, c'est plutôt le ministère, les pouvoirs publics. Accréditation, procédure optionnelle, facultative, volontaire. Le DPC, obligation annuelle. L'accréditation, un financement unique, c'était son défaut, Bertrand Millat l'a rappelé, la Caisse nationale d'assurance maladie, financement unique prévu pour les libéraux, pas pour les praticiens hospitaliers ou les salariés. Le financement, on l'a vu, malgré quelques zones encore un peu floues, mais le financement du DPC, ça concerne tous les médecins, salariés, libéraux, hospitaliers, qu'ils soient universitaires ou non universitaires. C'est d'ailleurs peut-être la chance de l'accréditation, puisque à travers le financement du DPC, nous pourrons proposer l'accréditation aux hospitaliers et aux salariés financés par l'intermédiaire du DPC. Vous le voyez aussi, pas tout à fait la même famille, parce que l'accréditation, je vais vous le montrer sur une autre diapo, c'est un super DPC. C'est à la fois de l'analyse des pratiques professionnelles, de la formation médicale continue et du signalement, qui est de l'analyse aussi, mais c'est du signalement. Et enfin, dernier point, le contrôle de ces deux obligations, différent. Le contrôle se fait par la Haute Autorité de Santé pour l'accréditation, par les conseils départementaux pour le DPC. Il est bien évident que le médecin qui sera engagé dans l'accréditation sera engagé aussi dans le DPC. Il aura un double contrôle, à la fois par la Haute Autorité de Santé et à la fois par le conseil départemental. Mais un médecin qui sera engagé dans l'accréditation aura de facto validé son obligation de DPC, mais l'inverse n'est pas vrai. Un médecin qui sera engagé dans le DPC n'aura pas de facto validé son accréditation, et je vais essayer de vous le
prouvé sur la diapositive qui va suivre. Celle-ci, simplement pour vous rappeler que la Fédération de chirurgie viscérale et digestive est l'organisme agréé, le seul organisme agréé de la spécialité, puisqu'il n'y en a qu'un par spécialité pour l'accréditation. Il est l'organisme, pour l'instant, de DPC. Il est enregistré auprès de l'OGDPC, mais il peut y avoir plusieurs organismes de DPC qui s'occupent de la même spécialité. C'est le rôle un petit peu de la FSM et des conseils nationaux professionnels pour promouvoir des organismes fédérateurs comme la fédération, pour qu'il y ait schématiquement qu'un seul organisme par spécialité, ou en tout cas l'organisme le plus attractif. C'est la raison pour laquelle nous tenons vraiment à ce que la fédération soit doublement identifiée organisme accréditeur et organisme DPC. C'est mon avant-dernière diapositive, simplement qui montre que l'accréditation est un super DPC, puisque ça c'est le volant accréditation et ça c'est le volant DPC. L'accréditation, c'est l'ensemble de tout ça, et le DPC, ça peut être simplement de la formation continue ou de l'analyse des pratiques professionnelles en dehors de la déclaration des événements indésirables. Et je laisserai peut-être un mot pour terminer à Bertrand Millat, qui m'a soufflé cette conclusion. L'accréditation est une méthode loyale et professionnelle de satisfaire son obligation de DPC. Je vous remercie. Des questions? Bernard Delettre. Oui, j'ai été très, très impressionné par le travail que représente la mise en place de ces organismes d'accréditation et du DPC. Mais je regrette tout de même que l'Académie n'ait pas trouvé sa place dans ce type d'organisation jusqu'à présent. Je ne sais pas pourquoi, il y a probablement une raison. Et est-ce qu'on pourrait envisager une participation de l'Académie ultérieurement au niveau peut-être des experts ou au niveau de l'organisation? Qu'en pensez-vous? Il y a une réponse de Hubert Johannet. Et puis... Oui, en fait, nous y avons pensé. Mais l'Académie est une société transversale de différentes spécialités. Alors que nous ayons des correspondants à l'Académie, je pense que ce serait sûrement une bonne solution. Mais d'ailleurs, la question nous a été posée par les engagés qui nous disaient « Mais pourquoi l'Académie ne participe pas à la fédération, etc. » C'est pour vous dire que le sujet était... Oui, et puis au départ, il y avait les conseils professionnels, etc. C'était très, oui, comme toujours, très administratif, très précis. Et je vous donnais tout à l'heure l'exemple de l'urologie où nous, on avait un seul syndicat, une seule association, tout était déjà organisé. Et on a été obligé de changer nos statuts pour se mettre en accord avec un modèle qu'ils avaient pompé sur les urologues. C'est dire le système. Donc, c'est pour ça que la transversalité de l'Académie la gênait pour, en tant que telle, être totalement impliquée dedans. Et puis l'autre problème, enfin ceux d'entre vous qui le connaissent moins bien s'en sont quand même rendus compte, et on doit ici féliciter les différents orateurs. Et moi je vois en urologie ceux qui s'en occupent directement en urologie aussi. C'est un boulot énorme pour un certain nombre de personnes. Et je ne suis pas sûr que l'Académie pouvait avoir les forces de travail quotidiennes pour faire ce travail-là, parce que c'est un boulot énorme. Hein. Enfin, je pense que... Je confirme la quantité de travail, ça fait 7 ans que ça dure. Donc, pour ça que, en guise de conclusion, je souhaite remercier les personnes ici présentes qui ont rendu tout ceci possible et vous remercier de l'attention que vous avez consacrée à ce sujet cet après-midi. Par contre, je pense que l'Académie peut soutenir le fait que l'accréditation individuelle et le DPC puissent être soutenu et que c'est la même chose. Ça, je pense que c'est un message important à garder, à faire parvenir et qu'on peut proposer. Ouais, je crois que c'est effectivement le rôle attendu de l'Académie, qu'elle profite de son aura et de son autorité pour diffuser quelques messages simples. Et celui qui est sur cette diapositive est d'une grande simplicité. Je compte sur vous pour le diffuser. Eh bien, je remercie encore Philippe Brey et Bertrand Millat d'avoir modéré cette séance, à Philippe de l'avoir initiée et organisée. Et on peut féliciter les différents orateurs une fois de plus.